Bonjour Monsieur Benedetti, Bonjour. vous rentrez de Russie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez là-bas? Oui, bien sûr. Donc, j'ai été invité en tant qu'observateur international du processus électoral, du référendum de rattachement des quatre provinces du sud de l'Ukraine, Louhansk, Donetsk, Zaporijjie et Kherson, à la Russie. Je vous dirais, selon une lapalissade, un observateur observe, mais au-delà de cela, déjà, je dois dire que au moment où j'ai reçu cette invitation, Bernard-Henri Lévy était annoncé dans le sud de l'Ukraine, sur le front des hostilités, pour faire un reportage de Paris Match. Donc je me suis dit, puisque Bernard-Henri Lévy est en Ukraine, il faut que, en réaction, je me rende là-bas. Quelle était la mission des observateurs? Nous avons fait le tour des bureaux de vote pour voir si la votation se déroulait selon toutes les normes internationales. Le référendum se tenait du 23 au 27 septembre et durant ces 4 jours, j'ai eu l'honneur de visiter 4 bureaux de vote. Le premier à Moscou, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une importante communauté de réfugiés en Russie, plus de 2 millions de réfugiés, parce qu'on ne parle ici que des réfugiés qui partent à l'ouest, sous-entendu, c'est que tous les Ukrainiens fuient l'armée russe, mais en fait, il y a une importante population ukrainienne qui fuit l'armée ukrainienne et qui va se réfugier et qui s'est réfugiée en Russie. Que ce soit à Moscou ou dans l'ouest de la Russie ou même en Crimée, puisque je me suis rendu en Crimée après, vous avez des bureaux de vote pour que ces réfugiés puissent voter. Donc le premier jour, je me suis rendu dans un bureau de vote à Moscou. Il y avait une importante file d'attente d'ailleurs pour voter. Les gens là-bas parlaient sans peur, puisque réfugiés à Moscou, leur sécurité n'était pas mise en cause, si vous voulez. Ensuite, nous avons pris un avion militaire pour nous rendre en Crimée. Il faut savoir que pour se rendre à Louhansk, Donetsk ou dans ces régions sud de l'oblast de Kherson ou Zaporijjie, là où il y a d'importants combats, seuls les avions militaires font la navette, si vous voulez. Donc on a pris un avion militaire qui, pour ma part, m'a conduit à Simferopol, qui est la capitale administrative de la Crimée. J'ai passé 3 jours, d'abord à visiter un bureau de vote à Simferopol, et puis ensuite le 3e jour, qui était celui à plus forte tension, c'est un déplacement dans l'oblast de Kherson, où là il a fallu traverser la frontière ukrainienne, qui aujourd'hui d'ailleurs s'est déplacée vers le nord après ce référendum, puis prendre une barge pour se rendre à Kherson, puisque le pont qui enjambe le Dniepr, le pont Antonovski, a été bombardé. Et je dois dire que cette visite était placée sous le signe d'une grande sécurité, puisque nous étions escortés par des soldats russes, et que on a même entendu souvent les bombardements de missiles ou bombardements de roquettes, je ne sais. Donc notamment dans la ville où nous avons visité un bureau de vote qui s'appelle la ville de Kakhovska, qui est à l'est de Kherson, où dans ce bureau de vote, les votants étaient déjà plus prudents puisqu'on pouvait les interroger, bien évidemment, mais on ne pouvait pas les filmer puisqu'ils avaient peur pour leur sécurité et les représailles. Parce qu'il faut savoir qu'à Kherson, la ville a été prise dès le début des hostilités parce que l'armée ukrainienne a reflué, sans faire sauter les ponts d'ailleurs. Les ponts ont été détruits, les ponts du Dniepr ont été détruits ensuite. Donc voilà, le dernier jour était plus tranquille puisque nous avons visité un bureau de vote à Yalta, la fameuse station balnéaire de Crimée, là où ont été signés les fameux accords.
parce qu'il y a des réfugiés ukrainiens ou des Ukrainiens de naissance, russes ou russophiles, ou russophones, qui passaient leurs vacances là-bas. En fait, au-delà de cette fonction d'observateur international, je voulais voir de mes yeux la situation là-bas, parce que vous savez, la guerre à 2000 km, on ne peut pas appréhender le drame que constituent ces événements. Et quand vous voyez ces centaines de réfugiés qui attendaient pour passer la frontière entre l'Ukraine et la Russie via la Crimée, que vous voyez ces femmes et ces enfants, vous voyez ces vieillards qui sont jetés sur les routes, dans les files d'attente, quand vous voyez ces écoles détruites, ces bâtiments détruits, les églises bombardées, je dois dire qu'on prend conscience mieux sur place toute l'atrocité de cette guerre. En ce qui concerne l'arrière, je dirais que ce soit à Moscou ou même en Crimée, vous n'avez pas l'impression qu'il y a la guerre, tout est très calme. Les sanctions ou l'embargo n'ont pas de conséquences directes sur les produits vendus en magasin parce que vous trouvez de tout. Pour ceux qui ont accepté de discuter avec moi, ils sont assez confiants sur les conclusions de ce conflit, de cette guerre. Et je dois dire que la cote de popularité de Poutine qui est très élevée, eh bien, est une réalité, puisque vous avez très peu de gens qui étaient contre le chef de l'État. Que révèlent les résultats de ces référendums? Alors bon, vous avez vu les résultats, entre 85 et 98, plus de 99% pour Donetsk et Louhansk. En Occident, on parle de simulacre. En fait, c'était très prévisible, puisque si vous voulez, les gens votent avec leurs pieds. C'est-à-dire que cette guerre a délimité, si vous voulez, une frontière au-delà de laquelle, eh bien, tous ceux qui sont pour l'Ukraine se sont réfugiés à l'ouest, et tous ceux qui étaient pour la Russie sont restés à Louhansk et à Donetsk, puisque le conflit, la guerre existe depuis 2014. Donc les lignes sont bien fixées. Vous savez que les frontières, c'est le résultat d'un rapport de force. Donc ce rapport de force, il se fait sur les armes et avec les armes. Donc la limite est bien tracée. Et là où s'est déroulé le référendum, bien évidemment, vous avez des populations qui sont russophones, très pro-russes. Donc le résultat du référendum était prévisible. Alors ça me fait marrer, moi, quand j'entends ici qu'on parle de simulacre d'élection, quand on a vu comment se sont déroulées les élections aux États-Unis contre Trump, avec un trucage et un vol massif de voix, et même en ce qui me concerne, puisque j'ai participé à l'élection présidentielle, j'ai été candidat, le simulacre constitue l'élection présidentielle en France, avec la manipulation des sondages, la sélection des candidats avec ces 500 signatures, donc tout candidat qui n'est pas adoubé par le système ne peut pas en France se présenter, et puis même la participation de la Le Pen à l'élection présidentielle, puisqu'on sait très bien qu'elle n'avait pas les signatures. Je vous renvoie aussi du Conseil constitutionnel. 4 ou 5 jours avant la limite du dépôt des signatures, elle était péniblement à 404 signatures. Et dans les derniers 4 jours, 180 signatures sont arrivées, ce qui lui ont permis de se présenter. On sait très bien que ces signatures sont arrivées grâce à la Macronie. Elle n'a pu se présenter que parce que la Macronie avait besoin d'elle pour légitimer les élections et pour que Macron puisse l'emporter au second tour. Ils ne sont même pas cachés pour cela, puisque Bayrou, qui est un élément important de la Macronie, a apporté sa signature à Marine Le Pen officiellement en tant que maire de Pau, et qu'il avait constitué un pôle de signature à travers un site internet, et que ce nombre de maires qu'il avait en réserve s'est porté sur la Le Pen. Donc on ne me parle pas de simulacre d'élection quand on voit comment les élections se déroulent chez nous.
Doit-on interpréter votre présence là-bas, en Russie, comme un soutien au président russe? Alors, c'est toujours la même histoire. Ici, il faudrait être pour ou contre Poutine, ou même pour ou contre Trump. Moi, je suis un nationaliste français, je suis pour la France. Je veux que la France redevienne maître chez elle. Alors, en ce qui concerne la Russie, pour être plus précis, ce qui se passe, c'est que Poutine et le président Poutine est à l'équilibre des forces qui existent dans la société russe. C'est-à-dire que vous avez trois pôles importants, dominants. Vous avez le pôle libéral, qui est hérité des années Yeltsin, où le capitalisme le plus sauvage s'est implanté à Moscou sur les débris de l'Union soviétique, et où les oligarques se sont partagés les richesses, les actifs de la Russie. Poutine est issu de ce clan-là, puisque c'est le clan, lui était le représentant du clan de Saint-Pétersbourg. Il avait comme mentor Sobchak, le libéral maire de Saint-Pétersbourg. Donc il a été choisi par ce clan d'oligarques pour qu'il ne soit pas, qu'il n'y ait pas de possibilité de poursuite en justice contre leur action, puisque vous savez que Yeltsin à un moment donné avait connu des ennuis judiciaires, et pour que leur pouvoir sur la société russe et sur l'économie russe puisse continuer. Donc il était un élément de cette puissance libérale. Il y a ensuite un deuxième pôle, c'est le pôle communiste. Le pôle communiste qui est hérité des 70 ans du communisme, du bolchevisme en Russie. Et Poutine était un des acteurs, puisque membre du KGB, du service de sécurité, et avant d'accéder au pouvoir, il était le chef du FSB, qui était l'héritier du KGB. Donc le deuxième pôle communiste. Et vous avez un troisième pôle, qui est le pôle patriote nationaliste, qui a réémergé avec l'effondrement de l'Union soviétique, et qui est consubstantielle, à la fois orthodoxe, importante dans ce pays. Donc vous avez ces trois pôles-là, et Poutine est à l'équilibre de ces trois pôles, puisque lui aussi, en tant que, si vous voulez, militaire, est un patriote. Donc il est le parfait équilibre des forces libérales, communistes et nationalistes. Et ce qui se passe avec ce conflit, qui a commencé comme un conflit local, une opération spéciale, une guerre entre un ancien pays bolchevique, puisqu'il faut savoir que l'Ukraine, dans ses frontières d'aujourd'hui, est une création bolchevique, et la Russie. Donc ce conflit a commencé comme une opération spéciale locale, et dérive de plus en plus vers un conflit mondial. Et dans ce conflit mondial, avec toutes les sanctions qui ont été décidées à l'encontre de la Russie, si vous voulez, la Russie est en train de se purger de son pôle libéral, justement, le premier pôle. Et, vous avez le KFC qui a été racheté par un russe et qui aujourd'hui est une chaîne russe. Vous avez même chose pour le McDo. Vous avez, si vous voulez, les sanctions font que les Russes doivent puiser au plus profond de leurs forces, des forces vitales qui existent là-bas pour faire face aux sanctions. Donc ça opère comme une purge de ce pôle libéral. Ce qui fait que la société russe aujourd'hui se déplace beaucoup, cet équilibre se déplace vers le nationalisme. Pour beaucoup, et qu'à écouter le dernier discours du président Poutine sur la place rouge au moment au moment de l'annonce du rattachement
des 4 provinces à la Russie. La Russie aujourd'hui s'oriente de plus en plus vers un gouvernement nationaliste. Et c'est donc, si vous voulez, ce processus que je soutiens, plus qu'un homme, puisque je ne suis pas un Russe, je n'ai pas à intervenir dans une politique intérieure russe. Tout comme je suis stupéfait par tous ces Français qui se disent pro-Trump ou anti-Trump. Le processus en cours aux États-Unis avec, donc Trump est le plus beau symbole, c'est-à-dire la contestation de l'État profond avec toutes ces familles qui sont moralement décadentes, toutes ces familles qui ne servent plus l'intérêt du peuple américain et qui ne sont là que pour se servir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Ukraine, puisque l'Ukraine est un État, enfin, est géré par un État mafieux, avec à sa tête une potiche, un joueur de piano à queue, un pantin, Zelensky. Et en fait, c'est le théâtre de jeu de l'État profond mondial, puisque l'Ukraine, pour son plus grand malheur, est un pays riche, qui a toujours été sous la domination de la puissance dominante. Et aujourd'hui, la puissance dominante, ce sont les États-Unis. Donc, vous avez en Ukraine un pillage des richesses, et l'État n'est plus au service du peuple. Il est aussi au service de cette oligarchie mondiale. Donc, le même processus que vous avez en Russie, avec une société où le nationalisme se renforce, vous avez la même chose aux États-Unis, où les tendances conservatrices, on a vu la contestation de l'avortement par exemple, se renforce, et la contestation de l'État profond. Donc oui, personnellement en tant que nationaliste, puisque notre ennemi est l'oligarchie mondiale, on soutient ces mouvements de société profonds, mais on n'a pas à être pro ou anti-Poutine, on n'a pas à être pro ou anti-Trust ou anti-Trump, on a à être français. Quel impact ce conflit peut-il avoir sur l'Europe et donc plus précisément sur la France? C'est un impact et des conséquences énormes. On voit déjà les premières conséquences avec la crise énergétique, avec ces sanctions qui font plus de mal à notre économie qu'à l'économie russe, et des conséquences aussi mondiales, puisque justement, il y a à travers ce conflit, l'enjeu, ce n'est pas une internationale nazie ou la constitution d'une internationale nationaliste. Il y a autant de nationalisme qu'il existe de nations. D'ailleurs, le nationalisme ukrainien, si réellement il était nationaliste, il combattrait les ennemis de l'intérieur avant de sombrer dans le chauvinisme le plus bas et en voulant se farcir des Russes. Le nationalisme ukrainien devrait s'opposer au pouvoir qui est à Kiev, au pouvoir de l'oligarchie, au pouvoir des Khazars, au pouvoir de finance internationale qui est sous magistère du judaïsme politique. Donc, il y a des conséquences directes avec la crise économique dans laquelle on s'enfonce, crise économique, crise financière, puisque avec l'inflation qui est due déjà à la politique du quoi qu'il en coûte du Covid, parce que quand on jette comme ça, on injecte dans la société, dans le pays, dans l'économie du pays, de l'argent qui ne correspond pas à des richesses, eh bien, les conséquences directes sont une augmentation de l'inflation, ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, on a des taux d'intérêt qui doivent augmenter, mais si les taux d'intérêt augmentent, ça a pour conséquence l'augmentation aussi du poids de la dette, puisque la France est endettée à hauteur de plus de 100% de son PIB. Donc il y a ces deux enjeux, il y a l'enjeu direct, et ça va secouer beaucoup dans les mois qui arrivent, notamment cet hiver, et puis il y a cet enjeu mondial qui est très important, puisque se constitue avec les sanctions un pôle alternatif financier, notamment avec l'association qu'on appelle le BRICS, avec l'association des Russes, des Chinois, des Indiens, qui contestent l'omniprésence et la tyrannie du dollar et de l'usure. Donc l'enjeu, plutôt que celui de l'international nationaliste ou de l'international nazi qui ne peut pas exister, eh ben c'est bien le monde multilatéral contre le monde unilatéral.
Donc il y a possibilité pour tous les pays qui sont sous la coupe, sous la chape de plomb de l'oligarchie mondiale et du mondialisme, de retrouver son propre destin. Et c'est en cela que ce conflit nous intéresse directement en tant que Français, nous qui sommes les esclaves des Yankees, nous qui sommes les esclaves de l'Union européenne. Vous avez vu ces dernières années, ce qu'il faut dénoncer, c'est vraiment le coup d'État de l'Europe et de Bruxelles, puisque en ce qui concerne la gestion du Covid-19 84, c'est Bruxelles qui a négocié directement dans le flou le plus complet les achats de vaccins. Ils se sont permis au niveau de toute l'Europe d'interdire des médias affiliés à la Russie, comme Russia Today, dans toute l'Europe, et puis d'acheter au nom de l'Europe des armes afin de les livrer à l'Ukraine. Donc on assiste vraiment à un coup d'État de l'Union européenne qui est le cheval de Troie du mondialisme. Donc l'enjeu, il est très très important, très très important. L'enjeu c'est celui-là, c'est que à l'Ouest, en Europe, nous qui sommes les esclaves des mondialistes, c'est de pouvoir retrouver notre chemin et qui est en accord avec notre destin. Quelle est la position des nationalistes vis-à-vis de tout cela? Eh bien, il y a une grande confusion dans les esprits. Ce qu'il faut, c'est toujours partir des fondamentaux. C'est l'intérêt de la France et de son peuple dans sa définition historique. Donc, toujours revenir aux intérêts de la France. Quels sont les intérêts de la France? Les intérêts de la France, c'est pas de s'impliquer dans un conflit qui ne nous concerne pas. D'autant plus pour un État complètement mafieux, dont je parlais tout à l'heure. Nous avons à défendre nos propres intérêts, c'est-à-dire que, en tant que nationalistes, nous voulons le retour des réfugiés en Ukraine, notamment on est tout l'ouest de l'Ukraine qui n'est pas en guerre, donc les réfugiés peuvent retourner dans cette région de leur pays, d'autant plus que 30% des réfugiés qui sont arrivés en France ne sont pas des Ukrainiens. Et ce n'est pas des chiffres que j'annonce comme ça, ce sont des chiffres officiels. Et ces gens-là ont profité de rentrer dans l'espace Schengen et sans avoir l'idée de retourner en Ukraine. Donc il faut le retour des réfugiés, il faut la fin des sanctions, puisque les sanctions nous frappent, nous, notre économie, et nous n'avons pas à décider de sanctions dans un conflit qui ne nous concerne pas. Nous devons sortir de l'OTAN, puisque l'on voit bien avec ce conflit que nous sommes entraînés dans une guerre que nous ne voulons pas. Donc il faut sortir de l'OTAN comme sortir de l'Union européenne pour redevenir maître chez nous, maître de nos lois. C'est une priorité. Et ensuite, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est une ouverture d'une grande conférence internationale pour discuter des frontières, et pas que des frontières entre l'Ukraine et la Russie, mais des frontières dans les Balkans, parce que vous savez qu'il y a des zones de tension terribles entre tous ces pays-là. Nous avons besoin d'une grande conférence internationale pour discuter de tout cela, pour éviter les guerres, parce que les guerres sont une tragédie. Les guerres comme celle qui a lieu aujourd'hui en Ukraine ne bénéficient qu'à l'oligarchie. Nous voulons, en tant que nationalistes, l'arrêt des hostilités. Vous savez, les mondialistes sont une petite minorité qui sont obligés de semer des conflits, d'ouvrir des conflits et des guerres partout sur la planète pour perdurer. Si tous les peuples et les nations épris de liberté se concertent et discutent au lieu de se faire la guerre, ces gens-là seraient balayés d'un souffle, d'un revers de main. Les nationalistes sont à l'avant-garde des nations, des peuples. Donc les nationalistes de chacun des pays doivent discuter entre eux. Et c'est ce que je m'efforce de faire en voyageant beaucoup, en ayant beaucoup de relations avec des nationalistes européens et même dans le monde.
même si nous ne sommes pas d'accord, notamment sur l'analyse de ce conflit, et ça se comprend très bien, parce que quand vous êtes roumain, bulgare, ou polonais, ou hongrois, et que vous avez subi 70 ans ou 50 ans de communisme, de bolchevisme le plus dur, eh bien, vous avez quelques craintes quant à la voracité de cet ogre russe. Mais nous avons à discuter, c'est ce que nous continuons de faire, patiemment, malgré ces événements tragiques. Donc, bien évidemment, nous sommes pour l'arrêt des hostilités. Je vous remercie. Je vous en prie.